Bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Moi tout va bien, tout va très bien. Merci d'être là présent, merci pour les nouveaux qui nous rejoignent, merci pour ceux qui auront pensé à s'abonner, à partager, à commenter la vidéo, à mettre un pouce, à activer la clochette, etc. etc., etc. Et surtout faire des commentaires, c'est nécessaire et très important pour ma chaîne. Sinon, tant pis, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Alors ce matin, bon, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'actualité parce qu'on a un sujet assez long à traiter à propos de l'histoire de notre pays. Alors justement, il y a énormément de, comment dire, déjà pour commencer, je vais vous mettre un peu de musique immédiatement. Bon, qu'est-ce que je fais moi? Je ne sais même plus ce que je fais. D'accord, on va faire ça. D'accord. Ouais, bon. D'où l'on voit que vraiment notre pays va mal, va très mal. Bon, écoutez, chers amis, nous allons pouvoir commencer sans plus tarder. Oh là là là, c'est très long, c'est très long. Je comprends pas cette mise en scène de comment dire. Voilà, je vais vous mettre un peu de musique, chers amis, ça fera du bien à tout le monde, à moi-même déjà. Voilà. Alors nous allons parler aujourd'hui, chers amis, du roi Louis VII. Alors Louis VII dit le jeune ou le pieux, à votre guise, chers amis, on vous laisse le choix. Donc né en 1120, 18 septembre, mort le 18 septembre 1180, semble-t-il. Alors deuxième fils de Louis VI et d'Adélaïde de Savoie, sacré à Reims le 25 octobre 1131 comme roi associé. Ah lui aussi, décidément. Beaucoup de rois associés à leur père, hein, apparemment. Bon, je vais peut-être baisser un petit peu le son là, parce que je sais que c'est pas très bien, mais... Alors, nous allons voir les titres, hein, chers amis. Pardon, excusez-moi, vous m'entendiez pas. Excusez-moi de faire claquer la chaise, hein. J'ai pas de fauteuil, oui, je suis qu'avec une chaise. Bon, alors, roi des Francs, donc là, du 1er octobre 1137 au 18 septembre 1780, soit 43 ans, quand même, un mois et 17 jours. Couronnement 25 octobre 1161 pour la cathédrale de Reims, et le 25 décembre 1137 en la cathédrale de Bourg. Il a été couronné deux fois. Prédécesseur Louis VI le Gros, successeur Philippe de Auguste. Alors, duc d'Aquitaine, excusez-moi, 25 juillet 1137, 21 mars 1152, soit 14 ans, 7 mois et 22 jours, avec Aliénor, donc à la fois reine de France et reine d'Angleterre, comme vous me direz si vous regardez comment dire, sa biographie, quoi. Alors, couronnement le 8 août 1137 en la cathédrale de Poitiers. Prédécesseur Aliénor, donc successeur Aliénor et Henri II, donc roi d'Angleterre, semble-t-il, oui, roi d'Angleterre. Voilà, oui. Il montre que le gisant de cette reine, c'est dommage. Enfin, il pourrait montrer une lumineuse. Alors, biographie, dynastie des Capétiens, 1900-1920, date de décès, 18 septembre 1980 à 60 ans. Voilà. Lieu de décès, Paris, France, sépulture, abbaye de Barbeau, puis nécropole royale de la basilique de Saint-Denis. Père Louis VI le Gros, mère Adèle de Savoie, fratrie Philippe de France, conjoint Aliénor d'Aquitaine, 1137 1152, Constance de Castille, espagnole. Alors, Adèle de Constance de Castille, 1154.
1154 et 1150, oh là là là, 1160, pardon. Adèle de Champagne, 1160, 1180. Enfant, donc avec Aliénor d'Aquitaine, Marie de France, avec Constance de Castille, Marguerite de France, Adèle de France, avec Adèle de Champagne, Philippe II, Agnès de France, héritier Philippe II Auguste, religion catholicisme, résidence château de Fontainebleau, voilà. Et palais de la cité, bien sûr, là où sont emprisonnés Louis XVI, mais ça, bon, c'est une autre histoire, nous y reviendrons quand nous en serons là. Alors, je vais rapidement un petit peu parler de ce roi, parce que c'est très long, il est très long. Je vais essayer d'être à la fois précis et pas trop, voilà. Début du règne, donc le 16 octobre 1161, l'héritier du trône de France, Philippe de France, fils aîné de Louis VI, le Gros, meurt des suites d'une chute de cheval provoquée par un cochon errant sur Saint-Antoine à Paris. Oui, rue Saint-Antoine, le faubourg Saint-Antoine maintenant. Alors, c'est alors qu'elle se confie du souverain, à peine âgé de 11 ans, est destiné au sacerdoce ecclésiastique qui devient l'héritier. Il est sacré roi associé et est couronné le 25 octobre par le pape Innocent II à Reims, où le pontife préside lors au concile général, malade vieillissant et vraisemblablement atteint par la perte de son aîné. Louis VI semble dans les années qui suivent délaisser la formation du nouvel héritier, formation qui, pour des raisons peu claires, ne semble guère davantage prise en charge par le conseiller suggère l'évêque ou le moine. Bon, il y a toujours des histoires de curé. Bon. Donc Louis VI, le Gros, bon, ça on l'a vu, on va pas reprendre les... La même année, en 1141, Louis VII s'oppose de nouveau au pape étant alors tente d'imposer son candidat au siège de Bourges contre Pierre de la Charte, soutenu par le pape Innocent II, si bien que ce dernier finit par l'excommunier alors que Pierre de la Charte trouve refuge en Champagne. La reine arrange aussi la dissolution du mariage de Raoul, de Vermandois donc, et d'Éléonore de Blois, afin que sa sœur Pétronille d'Aquitaine, amoureuse, puisse épouser Raoul de Vermandois. Cela cause un grave conflit contre le roi de France et son vassal Thibaut IV de Blois, comte de Champagne, l'oncle de l'épouse délaissée. Thibaut IV attaque Raoul de Vermandois et l'Ost. Alors moi je sais jamais fait ce que le terme Ost désignait l'armée en campagne à l'époque de d'accord. Et l'Ost royal envahit la Champagne. En décembre 1142, lors de son avancée, l'Ost royal, donc l'armée royale, incendie le village de Vitry en Pertois. D'accord, en région Grand Est donc, et son église en janvier 1243, dans laquelle se sont réfugiés les habitants. Cela marquera à jamais le jeune souverain. La deuxième croisade, alors je ne vous ai pas parlé encore, on va y arriver. À propos des Templiers, on va faire d'ailleurs peut-être la prochaine vidéo. Je vais commencer à traiter les Templiers. Alors oui, les croisades. Au nom de l'Église, au nom de la foi, au nom de la religion. Vous voyez, sous les Mérovingiens, vous n'avez pas ce genre il n'y avait pas besoin de croisade. Bon, c'est vrai que l'islam n'existait pas encore, mais enfin, je ne sais pas si... À la suite de la chute d'Édesse en 1144, le pape Eugène III adresse une
à Louis VII. Oui, c'est toujours l'Église qui envoie les autres faire péter la clique. Hein. Le 1er décembre 1145 pour les inciter à une deuxième croisade. Alors, bon, c'est bon. Walter Garrison, Rossiman, Max Weber, sélection de d'accord, le Cambridge. Pour sceller ces nouveaux accords avec la papauté et se repentir du massacre de Vitry, le brûlé, il accepte de prendre part à la deuxième croisade prêchée par Saint Bernard. Tiens, ça vous dit rien ça? Saint Bernard de Clairvaux, c'est pas en guerre. Durant la période de Noël 1145, Louis VII annonce qu'il va porter secours aux États chrétiens de Palestine menacés par les Turcs. Ces derniers ont envahi le comté d'Édesse, est l'un des premiers États latins d'Orient le plus avancé dans le monde islamique. C'est aussi le premier à être reconquis par les musulmans une cinquantaine d'années après sa création. Oui, là, vous voyez, où de nombreux chrétiens sont massacrés. Le pape Eugène III approuve la croisade, bien sûr, évidemment, puisque c'est lui qui l'a sollicité. Enfin, voyons, il n'approuve pas. Il a simplement, il a provoqué, c'est tout. La croisade autorise le roi des Francs à prélever une décime, voilà, hein, c'est-à-dire d'imposer les biens ecclésiastiques normalement exclus de tout impôt pour financer son expédition. À Pâques 1146, le roi et de nombreux barons prennent la croix lors de l'assemblée de Vézelay. Bon, l'assemblée de Vézelay, c'est là que Bernard va prêcher la croisade et la nécessité de se joindre à l'Ost, c'est-à-dire l'armée royale, qui est une commune française, d'accord, dans le département de Lyon, en région Bourgogne-Franche-Comté. Ok, parfait, on y va. Alors, le 15, alors justement, à quel moment bon, le 15 juin 1147, à Metz, ville impériale, l'armée, dont 300 chevaliers, y assemblés, mais justement, lesquels? Ça serait intéressant. Et rassemblés pour la deuxième croisade. En route, ils sont, si vous permettez, chers amis, je fais mon recherche personnelle. Voilà. Je vais voir en quelle année, en quelle période les comment j'ai dit ça? Les Templiers ont été créés. Parce que bon, il fallait bien que le royaume de France crée une armée en plus de celle de l'Ost, hein. Donc l'armée royale, hein, provisoire d'ailleurs, hein, qui défendait surtout le roi et ses vassaux immédiats. Hein. Donc vous comprenez quelle est la raison. Alors pardonnez-moi, je vais un instant, non pas couper, mais j'interromps un peu le sujet. On va parler bientôt des chevaliers. Oh là là, j'arrive même pas à le dire. Hein. Des Templiers, pardon. Donc des chevaliers du Temple. Hein. Vous voyez, déjà, il parle, excusez-moi une petite aparté, il parle déjà des élections 2027. Attendez, on est en 2025. Vous voyez, je vous dis, hein. Je vous dis franchement, la démocratie, c'est pas du tout de vous défendre, ni de gouverner pour votre pays, chers amis. Hein. C'est simplement pour voir la place et puis penser aux prochaines élections pour pérenniser les places, quoi. Vous comprenez? Parce que il faut savoir que tout est une question de revenus, d'avantages. C'est intéressant d'être député, d'être ministre, d'être... Voilà. Alors attendez, qu'est-ce que je cherche là? D'accord. Tac, c'est quoi ça? Oui. Les Templiers, voilà, nous allons aller aux Templiers. Alors ça va prendre, chers amis, quelques secondes encore. Bon, voilà, le temps qu'il cherche, parce que Windows chiffre tout, hein, il chiffre trop. Moi je trouve qu'il chiffre trop, quoi. Il y a trop de chiffrage.
pour pouvoir... oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils m'ont supprimé le... Ouais, il faut que je supprime ça, c'est ridicule. Allez, dégage. Ok, il faut que je recommence. Je regarde mes pages, hop, on n'a rien. Alors je vous annonce quand même comme nouvelle, enfin, non, bon, je vous dirai ça à la fin. Putain, pardon. Wow. Voilà, chers amis, excusez-moi, j'ai coupé le micro parce que j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire. J'espère que la vidéo ne se sera pas. Alors, le 15 juin, alors oui, la première croisade a lieu avec les Templiers, donc voilà. Bon, alors, si c'est pas trop long, je vais pouvoir le lire la prochaine fois. Je ferai une vidéo spéciale sur les Templiers. Là, je la fais pas pour l'instant, on verra ça plus tard, hein, chers amis. On parlera des Templiers. Justement, alors les Templiers a été souhaité par le Vatican. Et le même Vatican va les lâcher à un moment quand il n'y aura plus d'argent. Quand la trésorerie va commencer à baisser, quoi. Alors, le 15 juin 1147 à Metz, ville impériale. L'armée, dont 300 chevaliers, est rassemblée pour la deuxième croisade. Donc en route, ils sont progressivement rejoints par des dizaines de milliers de pèlerins. Aliénor est présente. Le roi laisse le gouvernement du royaume dans les mains de Sugère, donc l'abbé de Saint-Denis, de son frère Henri, archevêque de Reims. Vous voyez, l'église a la main dessus, hein, sur le royaume, hein, et de son cousin Raoul, comte de Vermandois. Bon bref, j'abrége ici parce que c'est très très long, je vous dis, hein, cette vidéo durerait longtemps. Alors forçant Aliénor à le suivre, Louis VII quitte Antioche, gagne Jérusalem, où il accomplit le pèlerinage qu'il s'est imposé. Puis, en juin 1148, il tente de prendre Damas, devant laquelle son armée est repoussée. Le couple royal séjourne encore une année en Terre Sainte, avant de revenir en France, s'embarquant sur 2 navires différents. La flottille française est prise par le trajet dans un combat entre les Normands de Sicile et les Byzantins. Les navires ayant été séparés pour une raison inconnue, le roi débarque en Calabre le 29 juillet 1149, tandis que la reine arrive à Palerme. Alors, ils ont fait deux bateaux séparés, hein, le roi et la reine, hein, c'est quand même pas mal. Hein. La séparation de Louis VII et Aliénor, voilà.
Malgré les conseils du pape Eugène III, on va un peu sans buste sur rencontré à Tusculum, aujourd'hui Frascati, donc en Italie, hein, bien sûr. Les 9 et 10 octobre 1149, qui réussit à les rapprocher provisoirement, ou ceux de l'abbé Sugère dès leur retour au royaume de France en novembre 1149, ou même en dépit de la naissance en 1150 de leur seconde fille, Alix de France donc. Voilà, 1150-1195, Louis VII et Aliénor se réunissent pas vraiment à se réconcilier, ne réussissent pas, pardon, pas vraiment à se réconcilier. Bon, enfin on va parler de la séparation, l'ascension des Plantagenets. Ah, vers 1150, Godefroy d'Anjou, dit Plantagenet, est alors un des principaux vassaux du roi des Francs. Fin stratège, il se marie avec Mathilde, petite fille de Guillaume le Conquérant. À l'Anjou, il pourra alors revendiquer la Normandie et le trône d'Angleterre, si le roi Étienne de Blois venait à mourir, sans descendance bien sûr. Godefroy conquiert progressivement la Normandie, mais il meurt en 1151. Laissant derrière lui 3 fils, l'aîné Henri se marie avec Aliénor d'Aquitaine. Après son divorce du roi de France en 1152, ce mariage lui ouvre alors un domaine plus grand que celui de son suzerain, domaine qui s'agrandit avec la mort d'Étienne qui le désigne successeur à la couronne d'Angleterre en 1153. Lors du traité de Wallingford, en Angleterre sans doute, oui. Par ce traité, Henri est couronné roi d'Angleterre en 1154. Alors Louis VII va alors tout faire pour affaiblir son puissant vassal, reprenant une stratégie qui avait fait merveille lors du règne de son grand-père Philippe Ier. Il soutient les révoltes de Bretagne, donc des Vikings, et du Poitou contre le Plantagenet, mais aussi celle des fils d'Henri II contre leur père, dans lesquels il est aidé. Par les manœuvres d'Henri II Plantagenet qui pousse à la révolte de ses grands vassaux, par le soutien du clergé au royaume de France du fait de la piété de Louis VII et des liens historiques étroits entre l'épiscopat et la royauté capétienne, et par la révolte des fils d'Henri II qui exigent des apanages et trouvent refuge et protection auprès de Louis VII, appuyés également par leur mère Aliénor d'Aquitaine. Principaux des événements de son siège. Bon, là je ne vais pas trop m'étendre, chers amis, parce que je vous dis, la page est très longue. Et si je veux parler un peu d'actualité, eh bien, il faut que je fasse un petit effort. Le tombeau de Louis VII dans l'abbaye de Barbeau. Voilà le tombeau de Louis VII, oui. Bilan du règne, bon, on va pas trop parler de ça. Voilà ici, alors ça c'est quoi? Édit du roi des Francs, Louis VII bannissant du royaume des Juifs, relapse sous peine de mutilation ou de mort. Paris 1154-1145, Archives nationales de France. Bon, ça c'était l'époque des rois évidemment. Alors, il montre bon, la tolérance envers les juifs. Ah oui, c'est une affaire là. Bon, je vais lire tout ça. Alors, moi, Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, afin de réprimer la fièvre des méchants et d'arrêter les mains violentes des pillards, à la demande du clergé avec l'accord du baronnage, nous décrétons la paix dans tout le royaume. Pour cette raison, l'année du Verbe incarné dans Jésus, 1155, le 4 des Ides de juin, nous avons réuni un concile à Soissons. Y furent présents les archevêques de Reims et de Sens,
ainsi que leurs suffragants, tout comme les barons, les comtes de Flandre, de Troyes et de Nevers, décidément, et d'autres très nombreux, et le duc de Bourgogne. Par leur volonté, nous prescrivons qu'à partir de la prochaine fête de Pâques, et pour 10 ans, toutes les églises du royaume et l'ensemble de leurs possessions, tous les paysans, le gros et le petit bétail également, et pour ce qui est de la sécurité des chemins, tous les marchands où qu'ils se trouvent et tous les hommes quels qu'ils soient, tant qu'ils seront prêts à venir en justice devant ceux qui doivent leur rendre justice, et absolument tous la paix et pleine sécurité. Nous avons dit en plein concile et devant tous par le verbe royal que nous observerions cette paix sans la briser, et que s'ils s'en trouvaient pour violer la paix prescrite, nous ferions justice d'eux selon notre pouvoir. Ont juré cette paix le duc de Bourgogne, le comte de Flandre, le comte Henri de Troyes, le comte de Nevers, le comte de Soissons et le reste du baronnage présent, le clergé également, les archevêques et les évêques. Les abbés ont promis devant les reliques sacrées et au vu de tout le concile d'observer cette paix de leur côté de toute leur force, et pour que justice soit faite des violences, ils ont promis de nous aider selon leur pouvoir, et ils ont proclamé dans la stabilité de la parole consacrée, pour que la chose soit entendue plus largement et qu'on n'en perde pas le souvenir, j'ai confié à la mémoire des lettres de stipulation de la chose faite et la teneur de la paix, et nous avons ordonné de les fortifier de l'autorité de notre sceau. Alors, écoutez, j'arrête là, ça c'est bon. Cependant, la deuxième croisade fut calamiteuse, et la séparation d'avec d'Aliénor d'Aquitaine est une erreur lourde de conséquences, car elle fournit à un vassal mineur l'opportunité de s'imposer en plaçant le roi des Francs en infériorité territoriale pendant près d'un demi-siècle. Il fallut l'action de 3 rois illustres, Philippe Auguste, Louis VIII le Lion et Louis IX dit Saint-Louis, pour redresser la situation et réduire les conséquences de cette décision. Oui. Donc Louis IX, on verra ça plus tard. Non, Philippe Auguste, pardon. Louis VIII. Oh, excusez-moi, mes lunettes ont glissé. Alors, Louis VIII le Lion et Louis IX, donc Saint-Louis, pour redresser la situation et réduire les conséquences de cette décision. Alors, la monarchie, jusqu'à l'itinérante, s'est fixée à Paris par la présence du roi dans tout son domaine, n'est plus nécessaire. Un embryon d'administration centrale et locale s'est formé autour de lui, des familiers lui ont donné des conseils politiques et vont former le conseil du roi. Les services centraux de la monarchie regroupent les chefs des services domestiques du palais en province. Ces prévôts ont été chargés par le roi de collecter les revenus, de lever des contingents militaires et de rendre la justice. Comme son père le roi va soutenir le mouvement d'émancipation des communes, va accorder des privilèges aux communautés rurales et émanciper les serfs. Des serfs, pas tous les serfs, attendez, n'exagérons pas quand même. Il faut bien regarder pour que les seigneurs, les vassaux, puissent faire remonter des impôts, non? Voilà un petit peu, chers amis, pour la vie de ce roi Louis VII, si j'ai bien compris. Oui, c'est assez long, hein. Voilà. Louis VII le jeune. Nous reculons, s'il vous plaît. Nous revenons en arrière. Et nous allons passer à un peu d'actualité. Alors, je voulais vous parler simplement d'Emmanuel Macron, qui veut quand même, malgré tout, il veut amener la France à engager à peu près, je sais pas, peut-être
s'ils sont combien 8000, je ne sais pas combien de soldats. Il veut quand même envoyer des soldats en Ukraine. Et vous croyez que les Américains, Donald Trump et même Vladimir Poutine, vont laisser faire la France? Vous croyez qu'ils vont les laisser faire? Non, non, non. Emmanuel Macron essaie encore de faire de la rodomontade. Alors il veut faire allier notamment l'Angleterre et d'autres pays à sa cause pour envoyer une armée, hein. De préférence un contingent de 2 ou plusieurs pays, quoi, parce que la France seule ne fera jamais le poids, et même les autres pays ne feront pas le poids de toute façon. Mais tout cela est une ambition très personnelle, très, très calculée, enfin plus ou moins par l'Élysée. Et si je vous dis par exemple que bon, rien ne passera de toute façon, parce que vous pensez que ah oui, il a montré paraît-il lors de son discours, je ne sais pas si vous l'avez écouté, il a montré la carte de l'Ukraine. Il faut aider ces pauvres Ukrainiens et surtout Volodymyr Zelensky qui a, comme l'a dénoncé, mais ça vous le saviez, hein, il a dénoncé la moitié des quelques 400 milliards que Biden avait donné aux Ukrainiens, mais surtout à Zelensky, hein, donc à Volodymyr Zelensky. Hein. Donc même lui-même, Zelensky a reconnu qu'il ne savait pas où était passée la moitié des fonds que les États-Unis ont donnés. C'est un mensonge, évidemment. C'est un type, faut pas. Voilà, c'est un drôle de type, Volodymyr Zelensky. Alors, alors, vous savez que. Bon, je vais pas vous parler de ce que vous donnent les Français, les Européens à manger, hein. À faire Betterame, pourquoi Bayrou doit dégager, Idriss Seberg-Oswald. Lui, je ne lui fais pas trop parler parce que. Ouais, d'accord. Après les soutiens de ce. Voilà. Non, ben il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, je ne vais pas vous écœurer en vous montrant cette vidéo là. Parce que là, il vous parle de. Depuis le 10 février, la Commission européenne a autorisé l'ajout de 4% de farine de l'arbre de verre dans les préparations alimentaires. Cette décision suscite des inquiétudes quant à l'avenir de la gastronomie française donc et aux risques sanitaires, évidemment. Depuis le 10 février, voilà, la députée européenne Virginie Joron dénonce cette mesure, soulignant que cette autorisation pourrait progressivement augmenter, menaçant ainsi les traditions culinaires françaises. Elle critique l'idéologie écologiste derrière cette décision qui vise à réduire le bilan carbone des protéines animales et met en garde contre les risques sanitaires liés à l'ingestion de ces produits. Elle appelle à continuer de privilégier les produits agricoles français, bien sûr de qualité, résultat de siècles de savoir-faire, et à résister à cette décision qu'elle juge déconnectée de la réalité et des traditions culinaires du pays. Alors, je vous ai pas parlé, l'autre jour j'ai été acheter des bonbons. C'est quoi ça? Bon, on s'en va là, bien sûr. Ils n'ont rien. Bon, ils n'ont pas d'informations ce matin, c'est curieux. Assez étrange. Habituellement, ils sont les premiers à nous mettre quelques infos, mais là, rien. Alors écoutez, chers amis, je vais vous montrer, cette page que j'ai mise, une musique médiévale. Voilà, vous voyez, je vais partager l'écran avec vous parce que c'est très intéressant. Ah, par contre là, voilà, on la met comme ça, hein. Sinon on va pas pouvoir. Voilà. Ah oui, par contre, je peux pas non plus. Ah oui, c'est pas mal. Je comprends pas. Ah, je comprends vraiment rien. Habituellement, je peux la mettre en mode cinéma, voilà. Voilà, là c'est mieux. Excusez-moi, hein, je patauge un peu avec ces difficultés de Windows, parce que bon, après, je ne dis pas qu'il n'y a que Windows
il y a des problèmes. Il y a aussi peut-être mes deux logiciels là. Apparemment, une version très lente. Bon, écoutez, chers amis, j'ai pas beaucoup d'actualité à vous donner aujourd'hui. Je pensais que j'aurais beaucoup plus de sujets à vous donner. Ah, peut-être que si, tenez, j'ai peut-être une information. Ça va peut-être. Mais d'accord. Bon, alors on va voir un petit peu ce que je vais trouver ici. J'avais une information peut-être qui pourrait vous intéresser, enfin nous intéresser, moi y compris, hein, chers amis. C'est pas que je sois égoïste, mais bon. Vous voyez, il nous montre, là je suis en train de regarder sur Bing le défilé des images. Il montre toujours Donald Trump ou ses hommes, hein, Elon Musk et autres, dans les plus mauvaises positions photographiques, évidemment. La France a toujours ce côté, c'est toujours va-t-en-guerre, non pas anti-américaine, mais en même temps anti-républicaine, c'est-à-dire contre le parti républicain américain. Ah, peut-être pas des Bush, non, peut-être pas, remarqué, parce que les Bush, bon, ont une conception du parti républicain différente de celle de Trump d'ailleurs. Alors Trump, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est pas un homme politique à vrai dire, hein, c'est surtout un homme d'affaires qui gère la politique à travers les affaires financières, etc. Alors c'est un sioniste, hein, je ne vous cache pas, il est sioniste, hein, il fait partie de ces gens qui soutiennent bien sûr, comme les Américains, Israël. Alors Israël, les gouvernements, je parle pas des habitants, je parle. Alors maintenant j'avais un sujet à vous montrer. Alors Vladimir Poutine, non c'est pas ça que je vais vous montrer, j'avais un sujet. Ah, c'est peut-être ça, si, peut-être. Bon, moi si je vais vous montrer cette information. Voilà, Vladimir Poutine s'exprime sur les relations russo-américaines. Trump se comporte toujours de manière intelligente. Bon, notez que je ne vais pas tout vous lire parce que voilà. Je comprends pas pourquoi ça fait. Bon, ça c'est Windows, hein. Évidemment. Des négociations constructives avec Washington, bon voilà. Mais écoutez, chers amis, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Bon, on va arrêter là, je crois, c'est mieux. Ah, décidément. Voilà, nous revenons à la page d'accueil, donc là. Bon, écoutez, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous savez que notre président veut quand même essayer, en tout cas, il va essayer. Hier, il a fait un discours, c'est dommage, je ne l'ai pas écouté, mais, enfin, dommage. En tout cas, il montre la carte de l'Ukraine, il faut à tout prix défendre l'Ukraine, plus que nos intérêts propres, hein, ici, l'Hexagone, c'est pas mal. Non, il faut défendre l'autre là-bas à plusieurs milliers de kilomètres. C'est toujours comme ça que depuis plus de 50 ans, la politique se mène, en tout cas plus de 40 ans, dans notre hexagone, on veut toujours défendre ceux qui sont à des milliers de kilomètres, mais ceux qui sont chez nous, oh non, c'est des privilégiés, non, ils peuvent attendre, et on attend toujours. En face, vous avez en face, de l'autre côté de l'océan, donc Donald Trump, à l'opposé, donc outre-Atlantique, Donald Trump, lui, qui veut défendre son pays. Alors bien sûr, avec les idées de la défense avant tout d'Israël. Hein. Ça, de toute façon, tous les présidents, tous les dirigeants mondiaux, le roi d'Angleterre, le président américain, le président français évidemment, et puis tous les présidents espagnols, portugais et autres, tous ces gens, tous ces dirigeants de toute façon ne défendent que leurs propres intérêts et puis des idéaux généralement portés vers, je ne sais pas comment le dire, mais vers un pays, voilà. Bon,
mais les intérêts de leur propre pays. Bon, c'est vrai que Trump fait un peu de... Je dis pas qu'il fait de l'enfumage, non, mais enfin, il fait ce que les Américains aiment bien, de toute façon. C'est vrai que les Américains sont habitués à dire qu'il faut défendre les intérêts des Hébreux, bon, des politiciens, attention, des dirigeants hébreux. Je ne parle pas de l'État hébreu lui-même, parce que ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, même pas les Israélites à l'extérieur de leur pays, ça les intéresse, Israël. Ils s'intéressent avant tout, bon, je vais pas dire. Donc voilà, l'État hébreu, bien sûr, c'est un pays comme d'autres, si vous voulez, enfin, sous des conditions de construction un peu étranges. Les accords, ça aide plutôt. Si vous fouillez un peu la page, vous verrez que ça, c'est pas un État qui a été fait comme un pays aurait pu être fait. Bon, tous les pays, d'ailleurs, l'Irak, le Koweït et tous ces pays-là, se sont faits par des frontières que les Anglais ont eux-mêmes construites. Alors, Saïk, c'est un Anglais, Picot, un Français, bien sûr, et les accords de ces deux hommes ont créé un État dans l'État palestinien d'un petit foyer juif. Il faut le dire, hein, c'est les accords Saïk-Picot, un État qui s'est fait en confisquant des terres au détriment des intérêts des Palestiniens notamment, par exemple. Vous voyez ? Alors les Palestiniens, Meir Habib, oui, je le cite, Meir Habib dit que les Palestiniens sont avant tout plutôt sur la terre de Jordanie, à l'origine. Vrai ou faux, je n'en sais rien, je ne suis pas capable d'y répondre. Est-ce que la Palestine, c'est pas avant tout un État établi à l'origine de la Jordanie, avant que la Jordanie s'appelle la Jordanie, donc, hein, et donc il se serait étendu jusqu'à l'actuelle Palestine, où les Israéliens tentent à les faire reculer, voire même les repousser. Bon, alors est-ce que c'est vrai et faux? À voir, à étudier. Parce que bon, ce que dit Meir Habib, encore que là il s'est un petit peu calmé par rapport à ses précédentes, oui, il s'est exprimé il y a peu de temps, bon, il s'est montré un petit peu plus, on va dire, résilient, si on peut dire, bien sûr. Alors que les discours d'il y a quelques mois, il y a plus d'un an encore, ces discours étaient très virulents, voilà quoi, qu'il fallait que les Palestiniens disparaissent, bon, vous savez, les discours virulents de certaines gens, dont Meir Habib, il ne faut pas le citer, n'était pas pour une paix ou une négociation. Hein. Voilà. Chers amis, j'arrête là la discussion parce que je ne sais pas si ma vidéo va être acceptée. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne... nous sommes samedi, une bonne fin de semaine, bien sûr, mais avant tout, un bon week-end, un bon samedi. Reposez-vous bien, soyez vigilants, bienveillants, bien sûr, avec vos enfants, petits-enfants, pour les plus âgés et pour les plus jeunes, avec vos parents, vos grands-parents. Soyez vigilants, bienveillants avec vos amis aussi, si vous n'avez plus de famille, hein, comme c'est mon cas. Soyez vigilants encore avec ceux que vous croisez qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, qui ne vous aiment pas. Ça peut arriver. Moi, j'ai des gens ici qui ne m'aiment pas du tout. Hein. D'ailleurs, certains s'en cachent même pas. En général, ils se cachent un peu, mais bon, quand on les titille un peu, on fait ressortir un petit peu leur haine. Bon, et je ne dirais pas, comme disent certains, vous savez, les pleurnichards, tu n'auras pas ma haine. Non, ça c'est pas mon truc. Hein. Voilà, chers amis, on se dit à bientôt. On se quitte en musique. Voilà, je partage avec vous cette page. Et je vous souhaite, on se dit à bientôt. Au revoir.